Est-ce que c'est le signe d'une atmosphère sur Triton? Tout à fait, il y a une atmosphère sur Triton et en plus une atmosphère d'azote. Il y a 3 corps dans le système solaire, il y a une atmosphère d'azote, c'est la Terre, Titan autour de Saturne et Triton autour de Neptune. Alors Titan a une atmosphère plus dense que celle de la Terre, mais une gravité moins forte et donc une pression au sol d'1,2 bar, semblable à l'atmosphère terrestre, 1 bar. Par contre, Triton, ce sont des microbars, c'est extrêmement ténu. Et ce qu'on voit comme nuage, c'est simplement ce qu'on appelle la couche d'inversion dans l'étude de l'atmosphère. Donc au moment où on atteint cette couche, eh bien, la matière ne monte plus et donc la matière se répand horizontalement. C'est ça. Et ça correspond sur Terre à ce qu'on appelle les couches d'inversion, qui sur Terre sont beaucoup plus basses. Ils ne sont pas à 8 km de haut, ils sont beaucoup plus basses. Une dernière question, parce qu'il est tard. Non, la soirée commence à peine. C'est une question quelqu'un. Pourquoi il n'y a pas d'anneau autour des planètes solides? Ah ben, tout simple. Pourquoi il n'y a pas d'anneau? C'est une question, elle posée le jour de ma thèse, je me souviens. Mais à l'époque, on m'avait dit pourquoi il n'y a pas d'anneau autour des autres planètes, Jupiter, etc. Je ne savais pas qu'il y avait les autres. Et j'avais dit, on n'a pas tout vu encore. Et alors pourquoi il n'y a pas d'anneau autour de la Terre? Très simple. C'est parce qu'il n'y a pas assez de matière. Si demain je suis très riche, et je lance des milliards de satellites, tous ces satellites lancés autour de la Terre vont se cogner. En se cognant, vont venir en prendre l'équateur de la Terre et feront un très bel anneau autour de la Terre. Ce qui me rendrait d'ailleurs très triste, parce que s'il y avait un anneau autour de la Terre, tous les soirs, ça serait clair d'anneau, je ne verrais plus les étoiles. Donc heureusement qu'il n'y a pas d'anneau autour de la Terre, simplement que les planètes géantes sont complètes, hydrogène, hélium, anneau, cortège satellite, et la Terre a été formée avec tout ce qui reste, avec ce qui reste en toutes les parties. L'image que je donne souvent, c'est vous rentrez ce soir chez vous, vous faites une soupe, vous prenez de l'eau, une casserole d'eau, vous la faites chauffer, vous mettez un peu de sel et de poivre, un téléphone sonne, vous allez répondre au téléphone, qui c'est qui m'embête, je vais manger. Vous répondez, c'est votre meilleur copain. Alors vous passez 1 heure au téléphone avec lui, quand vous revenez à la cuisine, toute l'eau s'est évaporée, il ne reste plus qu'un peu de sel et de poivre au fond. Et bien c'est comme ça qu'on a fait la Terre, ça s'est formé quand tout est parti. Donc il n'y a pas d'anneau, il n'y a pas de satellite, etc. Vous me direz, sel et poivre, ça donne du goût, c'est bien. Hein, donc voilà, c'est pour ça, il n'y a pas assez de matière. Mais si demain, j'ai beaucoup de matière, j'aurai un anneau. Donc c'est le sort de tout corps, c'est-à-dire que près d'une planète, près d'un satellite, près d'un astre, j'ai une zone dans laquelle il ne peut pas y avoir de satellites, ou des petits, mais que des anneaux. Et au-delà, il peut y avoir des satellites. Simplement. Une toute dernière question. Juste une petite chose, la différence qu'il y aurait entre la vitesse de la lumière et la vitesse de l'ombre, est-ce qu'on peut faire une théorie de la vitesse de quoi, j'ai pas compris? La vitesse de l'ombre. L'ombre? L'ombre. L'ombre qui se déplace. Ah, je fais allusion au fait qu'il y a un effet géométrique qui fait qu'on a observé certains corps dans l'espace, et en fait on se dit, ah, il y a quelque chose qui se passe vite la lumière. Mais ce n'était pas un corps physique qui se déplaçait, c'était ça, une construction géométrique, dans un cadre euclidien et newtonien, qui donnait l'illusion d'une vitesse plus grande que la lumière. Mais il n'y a pas de vitesse matérielle d'un corps, comment dirais-je, plus rapide que la lumière. Ça, c'est pas possible. C'est simplement un effet géométrique de projection, tout simplement. Mais c'est pas un objet matériel. C'est ça la différence. La définition, pas d'information. Non. Encore une toute dernière. Oui, oui. Non, mais la 14e dernière, je la prends aussi. Hein. Vous avez montré une diapositive avec l'univers sous forme de cube. Pourquoi un cube et pas une sphère et quelle est la forme de l'univers? Ah non, simplement, le cube en lui n'a pas de sens. Ce que j'ai voulu montrer, c'est la forme d'éponge. Et donc, ce qui pourrait être... Je ne sais pas si la diapo est loin ou pas loin. Je vais regarder si je peux la retrouver rapidement. Je vous la retrouve, j'espère, très rapidement. Attendez, c'était où ça? C'était avant. C'était là, voilà. Je l'ai ici, la diapo. Et je vais vous la montrer là. Voilà, c'est à ça que faites allusion. Non, c'est la suivante. Mais non, c'est pas la suite. Je ne sais plus laquelle c'est. Attendez. Voilà, c'est celle-là. Bon, simplement, j'ai repris là. La diapo n'est pas très belle, c'est beaucoup plus beau, mais j'ai fait ça un petit peu vite. J'ai repris là un document où ce qui compte, c'est l'éponge. D'ailleurs, la résolution n'est pas très bonne. Si vous regardez sur l'écran, c'est beaucoup plus fin. Et le cube en question, c'est le cube dans lequel le gars qui a fait ça a fait le calcul, tout simplement. Ça n'a pas de sens pour ça. C'est-à-dire que ce cube n'est pas infini, indéfini, mais c'est tant qu'il y a de la matière, ça ressemble à un machin avec des filaments, une éponge. Mais bon, c'est vrai que mes traits ici sont un peu trompeurs. C'est simplement une manière facile de représenter un bout d'éponge. Si vous voulez, je n'aurais pas dû dire c'est tout l'univers. Je vais dire c'est un morceau d'univers. Je crois aussi, André, si tu permets, c'est parce que quand ils font leurs simulations, en fait, ils partent d'un cube qui contient un certain nombre de particules et puis ils le font grossir. Donc ça c'est autre chose. Ça, c'est quand tu le fais bout par bout, où tu estimes que dans un cube, il se passe la même chose qu'à côté. Voilà. Et simplement, tu multiplies ce qui se passe là. Mais là, j'ai simplement pris un morceau d'univers pour vous dire, éliminons ça. J'ai une diapo qui est beaucoup plus belle, je ne sais plus où je l'ai mise, donc j'ai fait ça un peu vite. Simplement, retenez que ça a une forme d'éponge, tout simplement. Et que ceci n'est pas une théorie, ceci est une observation. Et la source d'énergie dans cela, c'est quoi exactement?
Ah, alors ça c'est très compliqué, on a développé... En gros, ce sont un phénomène de résonance, c'est que vous avez des satellites proches d'Encelade qui vont rentrer en résonance et qui font que la distance d'Encelade à Saturne va varier. Puisque la distance d'Encelade à Saturne varie, vous avez un effet de marée qui va frotter, de l'énergie. Donc vous avez une partie d'énergie qui est une conséquence résonance plus marée. En plus, votre mer d'eau liquide en dessous, elle va passer son temps à changer de phase. C'est-à-dire qu'une partie va se solidifier, se liquéfier, solidifier, se liquéfier, et à chaque changement de phase, il y a un échange d'énergie, dans un sens ou dans l'autre. Donc vous avez un échange d'énergie assez important entre résonance, marée, changement d'état, et les modèles qu'on a réussi à faire, en tirant un petit peu les paramètres, arrivent en gros à l'expliquer. Simplement ce que, comment dirais-je, autant je vous dis, il y a un océan souterrain, ça on en est certain, et donc on va lancer ces sondes qui vont regarder de près qu'est-ce qu'il y a, autant la source d'énergie est très contestée. C'est actuellement des discussions au sein de l'équipe, des discussions entre la théorie de Dupont et de Durand, etc. Mais retenez pour l'instant résonance, marée, changement d'état. C'est les trois qu'on a. Et un peu de radioactivité, qui a donné un petit peu une impulsion au départ, mais qui n'est pas très importante. Alors, une cinquième dernière. Oui, juste très brièvement à propos de la matière noire. Oui. Ce que vous avez dit, je suis tout à fait... ça me fait beaucoup, parce que personnellement, je pense que si on trouve un jour la matière noire, je n'ai rien contre, il n'y a pas à être contre. Mais je pense, et je prends le pari, que les effets attribués à une soi-disant matière noire seront expliqués tout à fait naturellement le jour où, au lieu d'avoir un espace-temps lisse et continu, on aura un espace-temps discret. On y travaille, mais on n'y est pas encore, et on n'a pas encore la physique qui va avec. Mais le jour où on aura la physique qui va avec un espace-temps discret, on n'aura plus besoin de matière noire. Tous les phénomènes qu'on lui attribue seront expliqués par ça. Alors disons simplement qu'effectivement, il y a des gens qui se demandent s'il n'y a pas une échelle en dessous de laquelle c'est discret comme vont l'être les quarks ou les particules, etc. Mais surtout, retenez la chose suivante, actuellement autour de la matière noire, il y a beaucoup de spéculations. Et souvent, dans les nouvelles qui sont annoncées, en plus quand elles sont vulgarisées par un journaliste, c'est pas toutes ces difficultés, et il y a des choses très spéculatives, il y a des choses à peu près acquises, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, et il y a un mélange épouvantable entre tout ça. Alors je vais me présenter de manière un petit peu plaisante pour montrer que la question n'est pas résolue, mais pour l'instant, la question est posée, plein de gens cherchent dans toutes les directions, et je donne souvent l'exemple en recherche, si on veut trouver un résultat, il faut lancer plein de gens dans des directions différentes. C'est un peu l'image que je donne, c'est un peu comme si vous voulez explorer une jungle, vous lancez quelqu'un avec une machette qui va explorer la jungle, et ben il coupe des arbres, il coupe des branches, il avance, puis de temps en temps il trouve une impasse, alors il fait demi-tour, il met un plan de sens unique, il dit c'est pas la peine, là on n'a rien trouvé. Et puis de temps en temps, en coupant des arbres, il trouve une avenue, là il s'appelle Galilée, il s'appelle Newton, il s'appelle Einstein. Autrement dit, on a besoin de gens cherchant dans différentes directions, on a besoin d'erreurs aussi, on a besoin de gens qui se trompent pour que les suivants ne se trompent pas. Donc simplement, ce que je vous décris en ce moment, c'est que beaucoup de gens cherchent dans beaucoup de directions différentes, et pour l'instant, on n'a pas encore moins destructif. Ils semblent résister à des conditions extrêmes, ce qui pose des problèmes sur son métabolisme, comment elle fait, etc. et autres. Et simplement, j'ai illustré ça pour montrer que si on trouve quelque chose pour la vie, ça risque d'être très surprenant. C'est tout ce que je veux dire. La dernière question. Bon, allez, Xavier. La toute dernière. C'est une petite bête sur Terre. Oui, bah, bien entendu, sinon... Merci, c'était formidable. Vous vous étiez posé des questions à propos des anneaux de Saturne. Est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils sont vieux, ou est-ce qu'ils sont en permanence en renouvellement? Ils sont très perturbés par des satellites, et ces satellites ont une énergie interne qui est considérable, qui est due aux marées gravitationnelles. Mais ces marées gravitationnelles, si jamais on suit Poincaré, le bon, eh bien, il faut que ça soit une ellipse qui fait que quand il est près de Saturne, il a une très forte attraction, et que quand il est loin de Saturne, il y a... Maintenant, ces ellipses deviennent de plus en plus circulaires avec le temps, ce qui fait que les marées gravitationnelles vont disparaître. Est-ce que le fait qu'une ellipse se transforme, une orbite elliptique se transforme en une orbite circulaire ne donnerait pas une indication sur l'âge des anneaux ou sur leur renouvellement permanent? Ça, il y a plusieurs choses différentes. Pour qu'une orbite elliptique devienne circulaire, il faut qu'il y ait une action quelconque. Et ce qui est l'action en question, c'est les collisions. Dans un système d'orbite très circulaire, très elliptique, pardon, avec beaucoup de collisions, ça va circulariser l'ensemble.
Maintenant, il y a deux types de satellites. Il y a d'une part ce qui est dans les anneaux, avec des particules plus petites, des particules moyennes, des particules plus grosses. Mais dans les anneaux, il n'y a pas un satellite de 400 km. Les effets de marée l'interdisent. Et je vous ai dit très rapidement, les petites sont confinées dans un espace réduit, les moyennes font un petit peu le vide autour, c'est la fameuse hélice dont j'ai parlé, et les plus grosses font une division vide complète qu'elles parcourent. Et il y a maintenant les satellites à l'extérieur, et quand un corps est petit, par petit j'entends 1 km, 2 km, 10 km, l'effet de marée est négligeable, est extrêmement négligeable. Donc l'effet de marée est important uniquement pour un corps beaucoup plus gros, c'est-à-dire 200, 300, 400 km, et ça c'est bien à l'extérieur des anneaux. Et pour qu'un tel corps se circularise, il n'y a que deux manières de le faire, soit par des collisions, soit par un disque de gaz sur lequel il frotte. Pour circulariser, il faut perdre de l'énergie. Et c'est pas le cas maintenant, il n'y a pas de disque de gaz autour de Saturne, donc c'est pas important. Il y a des poussières évidemment, mais il n'y a pas de disque important. Et ces satellites, les collisions qu'ils reçoivent sont par des corps de faible masse, donc il n'y a pas de phénomène semblable pour l'instant. Mais distinguons bien ce qui est dans les